Marine Francoux, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce générique? Ah, c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'étais justement en train de me replonger dans le moment où j'ai su que j'allais donc diriger l'écriture de la saison 7 et donc j'ai passé, les 2 mois d'été qui ont suivi cette annonce, enfin cette décision, à regarder de nouveau l'ensemble des saisons d'Engrenage que j'avais déjà vues, mais en tant que spectatrice avec un cahier, un crayon pour tout noter, tout. Et donc ça représente quand même des heures et des heures. Enfin, vous savez, vous qui regardez beaucoup de séries, ce que ça représente. Et il faisait très chaud. J'étais sur la terrasse de ma maison avec, mon mari à moitié endormi à côté de moi ou alors parfois c'est l'inverse, c'est lui qui me disait: «Eh mais là tu dors en fait». Et donc cette musique de générique qui revient et qui est vraiment très belle, je trouve, qui est Engrenage. Allez, c'est parti, bienvenue dans Seriland. Seriland, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. Je m'appelle Eva, mon métier est de regarder tous les contenus qui défilent sur nos écrans et je viens de passer 75 heures, 9 minutes et 35 secondes avec la capitaine Lorberto, le lieutenant Gilles Escoffier, le commissaire Brémond, le juge François Roban ou encore l'avocate Joséphine Carlsons, la tribu Engrenage qui depuis 15 ans s'impose dans le paysage des séries françaises policières et qui tire sa révérence dans quelques jours après 8 saisons. Et dans cet épisode, pour mieux pénétrer les coulisses de la création, grand entretien avec Marine Francoux, directrice d'écriture d'Engrenage. Rebonjour Marine Francoux. Rebonjour. Vous êtes scénariste, vous avez travaillé pendant 10 ans pour une excellente série Un village français, série créée par Frédéric Krivine. En parallèle, on retrouve votre nom au générique d'autres fictions comme Fais pas ci, fais pas ça, En famille, Les Bleus, Engrenage, saison 6. Et puis, que se passe-t-il? Votre téléphone sonne un jour et quelqu'un vous dit: «Bonjour, vous voulez écrire, la prochaine saison d'Engrenage?» Non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, comme j'ai, coécrit avec Sylvie Chanteau un épisode de la saison 6 d'Engrenage, sous la direction d'Anne Landois, qui dirigeait l'écriture à cette époque-là, je pense que quelques semaines après qu'on ait rendu notre épisode et fait ce travail, Vassili Clerc, qui était producteur, de cette saison-là, m'a appelé pour me dire: «Voilà, Anne Landois s'en va, elle souhaite partir sur d'autres aventures, donc elle ne fera pas la saison 7 d'Engrenage. Est-ce que tu voudrais, reprendre, Ce bébé? ce bébé?» Donc c'était évidemment, une proposition, qu'il fallait étudier avec, voilà, avec soin et donc j'ai pris quelques jours pour bien y réfléchir et puis, j'ai rappelé Vassili pour lui dire que oui, je me sentais prête et que j'allais le faire à ma manière, c'est-à-dire, en m'entourant, très tôt d'auteurs, pour pas me lancer dans un travail sur les arches toute seule. Donc il y avait un changement de méthode, avec lequel, les producteurs étaient tout à fait d'accord et Canal+ aussi. Et donc je me suis, entourée de 3 autres auteurs avec qui on s'est mis à réfléchir à la saison 7. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une arche quand Ouais. on parle de fiction? L'arche, c'est, en fait, c'est un terme effectivement qu'il faut préciser. Il y a à la fois l'arche d'un personnage sur une saison, c'est-à-dire à quel endroit on le prend quand on commence une saison et où est-ce qu'on va l'emmener à la fin de la saison. Et en fait, ce mot d'arche qui évoque un pont, est tout à fait, je trouve, imagé, intéressant parce que c'est exactement comme ça qu'on procède. C'est-à-dire, sur une série comme Engrenage, le destin des personnages et le travail sur l'intime des personnages est premier dans l'écriture. Ça peut paraître surprenant parce que c'est une enquête pleine de rebondissements, mais c'est quand même comme ça qu'on procède. On se dit, voilà, Lorberto, dans quel état on l'a laissé à la fin de la saison 6? On a possibilité de faire une petite ellipse, se dire, alors, à quel point on a envie de la retrouver au début de la saison 7, mais il faut que ce soit cohérent avec cet état dans lequel on l'a laissé. Et puis, quel va être le point d'arrivée? Et ça fait vraiment partie des tout premiers échanges avec les auteurs avec qui je travaille. Et puis l'arche, c'est aussi d'une manière, donc il y a l'arche des personnages, de chacun des personnages et puis il y a l'arche, aussi dans le cas d'Engrenage, on dit l'arche, c'est la grande enquête, en fait. Quel thème vous allez, Voilà. aborder, notamment? On va y revenir. Est-ce que quand vous avez accepté ce job de de faire la prochaine saison d'Engrenage, vous saviez que vous auriez la lourde tâche
d'écrire aussi la fin d'une série à succès en France et puis à l'international. La série est exportée dans une centaine de pays. Est-ce que vous saviez que vous alliez mettre le dernier point? Non, pas à ce moment-là. Déjà, à ce moment-là, c'était gros, hein, en fait, quand même, parce que c'est quelque chose. Enfin, de tenir ce rôle-là pour une série qu'on a profondément aimée en tant que spectateur. Enfin, c'est à la fois complètement magique et à la fois on se dit mais est-ce que c'est vraiment en train de m'arriver? Donc si ça m'arrive et il faut pas que je me plante et en même temps si on est comme ça, on reste tétanisé sur sa chaise, on fait rien. Donc ma technique, ça a été de me dire bon bah on va travailler les arches, on va travailler une ébauche des arches. Dans 2 mois, on va les présenter à Canal, on verra bien. Et à tout moment, en fait, sérieusement, j'étais dans cet état d'esprit de me dire peut-être que ça va s'arrêter parce que je suis pas la bonne personne, parce qu'on n'y sera pas arrivé. Enfin, sauf quand on a commencé à écrire vraiment les épisodes, là, je me suis dit: «Bon, j'y suis et ça va aller jusqu'à l'écriture des 12». Mais je veux dire, vraiment, au début, j'étais dans cet état-là. Donc non, je me suis pas dit ça. Ce moment-là, il est vraiment venu au moment du travail sur la saison 8 où là, j'ai eu des échanges avec Canal+, parce qu'on ne prend pas la décision comme ça seul, d'arrêter cette série. Enfin, c'est évidemment une décision qui engage le producteur et la chaîne avant tout. Mais moi, je leur ai dit, en tant que scénariste, j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver au bout et que déjà la saison 7, on les a emmenés assez loin. Donc je pense, moi, que pour les personnages historiques d'Engrenage, en tout cas, c'est une dernière saison qu'on est en train d'écrire et j'avais besoin de leur accord. Parce qu'évidemment, pour faire ce fameux travail sur les arches, c'est pas du tout la même chose si on se dit qu'on va vers un point final cette fois-ci ou si on se dit que ah bah non, il y aura encore une saison 9. Donc, on a eu des discussions, on s'est mis d'accord que ce serait la dernière saison. Ils ont vite accepté Canal+ quand vous leur avez dit: «Je pense que c'est la fin»? Non, ils Quand ont on a un pas vite succès comme ça? accepté, mais c'est des interlocuteurs vraiment précieux et intelligents qui sont respectueux du regard que peut porter un ou des auteurs qui leur disent rendez-vous compte, une fois qu'on aura fait Gilou, voilà, qu'il aura traversé la saison 8, vers où ça peut aller. Moi, je n'ai pas d'idée. Est-ce que ils le sentent aussi, eux. Ils sont quand même sensibles aux questions dramaturgiques, d'écriture. C'est des vrais interlocuteurs. Donc, oui, c'est difficile pour eux parce que c'est une série qui marche et en même temps, ils veulent pas faire la saison de trop non plus. C'est des gens intelligents, responsables. Je voudrais vous mettre à contribution, Marine Francoux. On va abaisser un petit peu la lumière dans ce studio. On va imaginer, on est devant nos écrans. La première image de cette ultime saison, la 8e, apparaît. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette première séquence, mais en utilisant tous vos sens? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez? Oui, bien sûr, je vais me prêter à cet exercice avec plaisir. Avant, je voudrais justement profiter de cette occasion qui m'est donnée pour rendre hommage au travail des réalisateurs, dont on parle souvent un peu trop peu, je trouve. C'est vrai qu'on a beaucoup été mis à l'honneur, nous, scénaristes, dans ce travail sur les séries, parce qu'on est assez clés dans le dispositif, dans la mesure où c'est nous qui sommes garants de la cohérence de toute une saison, là où les réalisateurs viennent pour faire 4 épisodes. Dans le cas de cette saison 8, c'est 4, puis 2 épisodes. Mais quand même, sans eux, il y aurait pas d'image et il y a les comédiens, bien sûr, mais il y a les réalisateurs et particulièrement sur cette première scène qui a été réalisée par Jean-Philippe Amar, qui a fait les 4 premiers épisodes et c'est vrai que c'est une scène dont on a beaucoup parlé ensemble, qui a été écrite d'abord avant qu'il arrive et puis il s'en est emparé, il m'a dit comment il avait envie de la filmer et donc il y a eu un travail de réécriture pour qu'ensemble on trouve, voilà, ce teaser que je vais donc maintenant vous décrire et donc il y a l'idée de ce plan qui est venu de Jean-Philippe, puisqu'il est question beaucoup dans cette saison de Barbès, de commencer par l'image d'Épinal et donc la caméra commence par un cadre, très beau sur, Le comment on dit? Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Montmartre. C'est un plan carte postale. On a en fond sonore des bruits de la ville et des cloches qui sont un bruit assez rassurant et la caméra descend sur cette petite ruelle de Montmartre assez typique. On est encore un peu dans l'image d'Épinal, mais déjà on découvre la population de ce quartier qui est, très mélangé, sociologiquement et on focalise un petit peu sur un homme qui arrive avec un carton, donc qu'on va suivre
Il traverse la rue, on le suit et puis on comprend qu'il va rentrer dans une boutique, le rideau de fer est baissé. Il réalise que le rideau de fer est cassé, donc il passe le regard à travers le rideau de fer et à ce moment-là, la caméra fait comme lui et ça, c'était l'idée de Jean-Philippe évidemment et on découvre 3 adolescents, endormis dans les tambours, de grosses machines d'un Lavomatic. Cette image-là, elle est très forte, elle est l'inspiration de cette saison. Elle n'est pas de nous au départ. Elle a été publiée dans le journal Le Monde et elle donne la thématique de la saison, de cette saison-là, en tout cas au niveau policier, puisqu'on va s'intéresser aux jeunes mineurs isolés de Barbès, majoritairement d'origine marocaine, qui sont dans ce quartier et qui sont à la fois victimes d'une situation totalement désespérante pour des enfants et qui posent un problème de sécurité publique parce qu'ils sont violents et que donc c'est un peu, voilà, tout à coup, la violence qui vient frapper au cœur de notre monde occidental bien installé et ça se passe avec des enfants. Et en une seule séquence, avant même le générique, finalement, on a tous les ingrédients d'engrenage, à savoir un thème d'actualité, parce que Mhm. ces enfants s'enfuient en criant quelques mots Ouais, d'arabe. Il y en a un qui ouais, reste dans le tambour. ouais, C'est un cadavre, c'est le premier cadavre de la saison. Et on a cette violence qui nous frappe au quotidien, en fait, hein. tout à fait. Et c'est ça aussi que vous vouliez transmettre avec un premier plan, Ouais. savoir qu'on est dans Engrenage. Oui, c'est toujours l'enjeu du teaser, c'est valable pour toutes les séries, c'est-à-dire c'est à la fois de nous remettre le spectateur, surtout pour une saison 8 dans les nous on emploie ce terme de chausson. Vous êtes bien sur Engrenage, alors il y a la musique et tout ça et à la fois d'annoncer qu'est-ce que va être cette saison et qu'est-ce qui est nouveau et et c'est ça effectivement l'enjeu de manière très ramassée, très condensée. Est-ce que cette scène d'ouverture, c'est la première que vous avez écrite ou vous ne l'avez pensée que plus tard et ou alors c'était vraiment de l'ordre de l'évidence? On commence par cette scène que vous avez peut-être réécrite, des dizaines de fois? Ça a été de l'ordre de l'évidence parce que encore une fois, cette image, on l'a vue, et elle est très, très forte dans ce premier travail des Arches que j'ai fait avec, Sylvie Chanteux et Antonin Martin-Hilbert. On cherchait autour des migrants parce que j'avais cette envie de parler de ce thème, mais sans très bien savoir comment on allait l'incarner et heu et c'est vrai que quand on a vu cette photo, on s'est dit: «C'est ça». Et j'ai tout de suite dit: «Et ce sera le teaser de la saison». C'était assez simple, en fait, comme première scène. Comme très souvent d'ailleurs, quand c'est cohérent en dramaturgie, ça vient vite et ça bouge très peu. Après, on adapte un petit peu parce que le réalisateur arrive et dit: «Voilà, je fais rentrer la caméra comme ça». Mais même, en fait, il s'est mis lui aussi dans les chaussons de cette évidence, en fait. Après, c'est technique parce qu'il faut mettre une grue dans une rue à Barbès et ça se triche pas. Il faut être vraiment à Barbès pour avoir cette continuité. Ça, c'est d'autres problèmes et d'autres difficultés. Vous citez, les co-scénaristes qui ont travaillé, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie de travailler en équipe? Comment vous vous répartissez? Un tel a tel personnage, un tel, s'accroche plutôt à l'action et écrit, ce qui est de l'ordre de l'enquête. Comment vous fonctionnez? Non, non, personne n'est spécialisé au stade des arches, ce que permet, le nombre, enfin là, c'est un petit nombre, mais c'est quand même déjà 3 personnes. C'est de à mon sens, de gagner du temps. C'est-à-dire, c'est une expérience qu'on peut tous faire quand on raconte une histoire à quelqu'un. Soit on voit son œil s'allume, on a capté quelque chose, c'est lui, soit déjà il comprend pas ou alors c'est ça en fait qu'on fait nous en atelier, c'est-à-dire qu'on se réunit, de 9 heures du matin à 17 heures le soir et notre travail, c'est de partir des intuitions qu'on a et de commencer à se raconter des débuts d'histoire qui vont devenir, l'arche et du coup, ce temps-là est en même temps précieux à gagner parce que maintenant il faut aller vite et aussi, c'est des imaginaires qui se combinent, qui s'apportent des choses et ça permet d'aller aussi plus dans le fond des choses. Très souvent, en atelier, le ton monte parce que tout à coup, on n'arrive pas à convaincre sur une idée et alors on se bat et c'est dans ce moment où on se bat et on dit: «Mais si, il faut que ce soit comme ça parce que là, l'autre dit: «Ah d'accord, donc si c'est ça alors», mais dans ce «parce que», on a donné des éléments qui vont, être utiles dans la narration. Vous vous battez sur, l'intrigue principale ou sur aussi la psychologie des personnages qui est,
50% d'engrenage. On se bat plus sur la psychologie des personnages. Sur l'intrigue, en fait, c'est un travail qui est très intéressant sur Engrenage parce qu'on essaye toujours de s'en servir pour raconter des choses intimes des personnages. C'est toujours comme ça qu'on fait. Donc du coup, ça devient intéressant et puis c'est la partie, voilà, passionnante sur le décryptage de comment fonctionne la police, la justice en France. Mais ça ne suscite pas beaucoup de débats, en revanche, sur la psychologie des personnages, là, on a plus de débats, de sujets dont on doit se convaincre mutuellement et c'est ça qui fait progresser les idées, en fait. Je vous propose de regarder la bande-annonce de cette 8e et dernière saison. D'accord. Maintenant, il faut les relancer. Non. La seule chose à faire, c'est de dissoudre ce groupe. J'ai rarement vu encore d'enfants aussi marqués. Ali, ça va? C'est à moi que vous devez obéir, commissaire. C'est passé quoi avec le juge? Tu la connais mieux que moi, elle va nous faire chier. Quand même pratique d'avoir un ancien flic sous la main, non? Je le sens pas, mais... On va le tester. Si je fais ça, c'est pour devenir flic. T'es sûr que t'es encore avec nous, là? Gilou? Je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Création originale, Engrenage, dernière saison, disponible avec Canal+. Vous les aimez, ces personnages, Marine Francoux? Oui, je les aime. Oui, j'ai même de l'émotion là quand j'entends Laure dire Gilou. Parce que c'est quelque chose, là aussi, en atelier, quand on écrit ce genre de dialogue, on l'entend en fait dans l'oreille parce qu'on a tellement entendu Laure Berthaud appeler Gilou comme ça. Oui, je les aime profondément. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je les ai connus en tant que spectatrice. Je les ai aimés en tant que spectatrice. J'en ai acquis une connaissance encore plus intime en écrivant pour eux. Mais c'est vrai que je me considère extrêmement chanceuse parce que écrire pour ces comédiens-là, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Vous parliez de Laure Berthaud qui est incarnée par Caroline Proust. J'aimerais qu'on écoute un extrait de cet épisode 1. Justement, Laure Berthaud, elle est assise chez elle et elle écrit une lettre à Gilou qui est en prison. Remis chez son père. Voilà. Je retrouve ma solitude. Que fais-tu? Que fais-tu? Je suis encore au service. C'est difficile de rentrer quand t'es pas là. Quand ma fille n'est pas là. Quand vous êtes pas là. C'est difficile de rentrer quand ma fille n'est pas là. C'est difficile. Ton absence est encore plus cruelle. Cette scène, vous l'avez imaginée sur le papier, encore une fois. Quand vous voyez le rendu à l'image, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, c'est intéressant que vous ayez choisi cette scène parce qu'elle fait partie de ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que cette scène n'était pas écrite au départ. Quand on a fait la lecture du scénario, qui est un moment très important avec Caroline Proust et Jean-Philippe Amar, juste tous les trois, Qui est le réalisateur? qui est le réalisateur, Caroline a dit, je trouve que on ne parle pas assez. L'épisode était tel qu'il est, cette scène en moins. On ne parle pas assez de ma relation à Gilou. Alors j'avais des arguments, je disais, ben si, regarde, je ne veux pas spoiler, mais il y a beaucoup d'éléments. Et puis, comme elle est assez entêtée, à un moment, on s'est regardé avec Jean-Philippe et puis on a dit, bon, ben, qu'est-ce que tu voudrais? C'est toujours un peu difficile parce qu'on se dit, oulala, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore? Et elle dit, je sais pas, par exemple, je pourrais tenir un journal intime. Donc là, j'ai dit à Caroline, mais c'est pas du tout dans le code d'Engrenage. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train là de se fourvoyer? Tout notre défi, c'est toujours de tenir ce pari d'Engrenage. Et c'est, je crois, ce que les spectateurs aiment, c'est qu'on parle de l'intime, mais toujours avec des gens au travail. Donc, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Et puis, on s'est dit, on peut toujours le faire. Et puis, si ça passe pas au montage, eh ben, on le mettra pas. Mais après tout, allons dans le sens de cette idée de Caroline. Et je dis, ouais, alors maintenant, moi, je vais devoir écrire ça. C'est pas facile. C'est pas du tout dans le style d'Engrenage. C'est pas, bon, moi, des journaux intimes, j'en ai écrit. Mais bon, alors, je me suis attelée à cette tâche. Caroline a repris certaines choses. On a abouti à une version qui nous plaisait à toutes les deux et à Jean-Philippe Amar. Et puis, il y a ce moment aussi où Jean-Philippe le met en scène, en plus d'une manière qui sublime encore ce côté un peu
hors ADN d'Engrenage. Et là, je me suis dit au montage, est-ce que ça va passer ? Et ça a fait l'objet de discussions avec Canal+, parce que c'est toujours intéressant d'aller un petit peu aux limites, surtout pour une saison 8, d'aller un petit peu aux limites du code habituel de la série, mais en même temps, il ne faut pas perdre les spectateurs. Donc voilà, c'est une scène qui a fait débat. Ça me plaît beaucoup que vous l'ayez choisie. Je n'étais pas au courant, je vous le Comme promets. quoi, l'audace est quelque chose qui est souvent récompensé. Alors, on va en écouter une autre, justement, de scène, parce que dans ce premier épisode, Gilou est en prison. On le retrouve devant une femme, c'est une agente qui est chargée de savoir comment se déroule sa détention. Si la juge refuse votre mise en liberté maintenant, ça veut dire que votre détention risque de durer jusqu'au procès. Et avec les délais actuels d'audiencement, ça peut durer des mois. Vous avez raison, c'est bien qu'on se voit. Ça me réconforte. En fait, on doit réfléchir ensemble à la meilleure manière d'utiliser tout ce temps. Si vous avez des sudoku, je suis preneur. Non, je pensais à quelque chose de plus constructif. Du genre commencer une formation. Ici, on a les moyens de mettre différents parcours en place. Non, merci. Il faut regarder la réalité en face. Si la peine prononcée à votre rencontre dépasse les 6 mois fermes, vous serez automatiquement radié de la police. C'est bon, je suis au courant. À part policier, vous avez déjà imaginé faire autre chose de votre vie ? Joueur de golf, Sérieusement. danseuse étoile. Un petit brin d'humour pour atténuer la noirceur de la situation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi, je me suis pas mal intéressée en fait à la condition carcérale à un moment avant Engrenage. Et j'avais découvert ce métier de SPIP, donc ce sont les gens qui sont chargés de préparer la sortie. Et ce qui m'avait frappé dans la découverte que j'avais faite, c'est la bonne volonté de ces gens et en même temps le décalage total, souvent, de langage avec le détenu en fait qui vit dans une réalité tout autre, qui est seul dans sa cellule et il voit tout à coup sa conseillère. Et il y a quelque chose d'un peu absurde en fait dans ce dialogue. C'est vrai que ça fait du bien un petit peu du monde en engrenage, mais ça me semblait pas gratuit non plus. C'est une scène, pour le coup, que j'ai écrite très très rapidement parce elle est venue voilà, de cette connaissance que j'avais, de ce décalage. C'est très cruel parce qu'en fait, tout le monde est de très bonne volonté. Elle est de très bonne volonté, cette femme. Simplement, ça sert à rien, en fait, ce qu'elle est en train de proposer. Ça nous permet aussi, dans ce premier épisode où c'est très important de clarifier les enjeux des personnages, de poser que Gilou est complètement entêté et que, à part flic, il ne s'est jamais vu faire autre chose. Donc, c'est ça qu'il va chercher à redevenir. Et donc, ça fait partie aussi des scènes qui semblent anodines, mais qui, en fait, martèlent des choses importantes sur l'enjeu du personnage dans la saison. Il y a des nouveaux personnages qui sont arrivés à la fois depuis la saison 7 et dans cette saison 8. Je pense notamment au lieutenant Ali Amrani ou encore la jeune juge Lucie Bourdieu. Petite question au passage qui peut paraître anodine. Comment vous choisissez les prénoms et les noms de famille de vos personnages ? Ça se fait en atelier à plusieurs. Alors, parfois, par exemple, Ali, je me souviens, on l'a baptisé en saison 7. Ali, pour moi, c'était Ali. Enfin, il n'y avait pas de discussion. J'adore ce prénom, en fait. Mais Amrani, pourquoi ? Et Amrani, alors là, on va plus, en général, chercher. On travaille à la consonance. Il y a quelque chose qui évoque Armani, qui va avec l'élégance du personnage. Sans doute, ça, c'est pas conscientisé, mais c'est un peu subliminal. Et ça fait quand on le sort, tout à coup, on dit « Ouais, ça va bien, ça sonne bien, c'est lui ». Lucie Bourdieu, alors Lucie, c'était pareil, c'était très important pour moi parce que Lucie, c'est l'intelligence en fait. Et c'est quand même comme ça que se définit ce personnage qui occupe cette position de juge d'instruction. C'était la chance dans cette saison de poser aussi un nouveau personnage de magistrat, d'écrire une réalité. C'est que c'est un métier qui s'est extrêmement féminisé avec des jeunes magistrates qui arrivent, qui connaissent pas grand-chose de la vie et qui se retrouvent à diriger des équipes de flics qui parfois ont 20 ans de métier, qui connaissent le réel beaucoup mieux qu'eux. Et pourtant, comme elle le répète à un moment de la saison, c'est elle qui dirige l'enquête, c'est elle qui prend la responsabilité et les choses doivent être faites selon la procédure. Donc Lucie, c'était ça, c'était l'intelligence et Bourdieu comme un clin d'œil à Bourdieu parce qu'il y a ce sociologue, voilà, un grand peu, penseur. Je suis dans mon bureau et je pense les choses un peu comme un entomologiste, mais en aucun cas je suis les mains dans la boue et
et les pieds sur les trottoirs à les arpenter comme les flics. Donc voilà, Lucie Bourdieu. Vous parliez de cette jeune génération de magistrats et de flics aussi à travers le personnage d'Ali Amrani, une nouvelle génération qui est une réalité de terrain. Hein. Je voudrais qu'on écoute un extrait de l'épisode 1, toujours. C'est un dialogue entre le commissaire Becriche et son supérieur. Vos statistiques du dernier mois sont très bonnes, il n'y a rien d'alarmant. Pourquoi vous voulez des effectifs en plus? J'ai un groupe qui tourne à 5 depuis 3 mois, je trouve pas ça normal. Enfin, vous connaissez nos difficultés de recrutement. La PJ, ça n'intéresse plus personne. Courir H24 derrière des voyous, flinguer sa vie de famille, ça n'excite plus les jeunes. La lourdeur de la procédure pénale a eu raison des derniers volontaires. Nous n'y pouvons rien, ni vous ni moi. On y est. On est vraiment dans la situation de ce que vivent les policiers aujourd'hui. Cette réalité-là, qui vous la raconte? Ce sont les gens qui travaillent avec vous, les consultants? Oui, oui, votre sélection d'extraits est décidément très bien faite. Merci Marine Franco. Elle me permet d'aborder un aspect du travail d'écriture très, très important sur Engrenage, qui est toute cette collaboration avec des consultants, policiers, juges d'instruction, avocats. On a donc ces 3 familles de consultants à nos côtés. Et cette scène-là, précisément, est venue d'un échange très précis avec un commissaire qui est consultant depuis la saison 7 et qui est avec nous aussi sur cette saison 8. Et comment ça fonctionne? Voilà, la situation de ce groupe qui est tricard parce qu'il paye les erreurs de la saison 7, elle est posée, elle fait partie de la dramaturgie. On en parle avec les consultants, ils nous disent, voilà, quand il y a une affaire comme ça qui se passe, les policiers qui restent dans le groupe, on a plein d'exemples, l'affaire Néret, enfin ça ne manque pas, qu'est-ce qu'ils vivent? Et ça, évidemment, ça nous passionne. Donc là, le consultant est là, il raconte quels sont les enjeux de ça. Et ensuite, nous, auteurs, on arrive avec notre contrainte. On voudrait toujours, il faut qu'il y ait du conflit. Donc il faut que la hiérarchie propose une solution que le commissaire Becriche ne va pas accepter, ce qui va nous permettre de rendre Becriche un petit peu héroïque. C'est vrai, ce dont il a un peu besoin, c'est-à-dire qu'il sort un peu ses couilles et il dit moi, je ne vais pas faire comme ça. C'est ça qui se passe dans ce premier épisode. Et voilà, et après, il y a cette idée que c'est difficile pour eux de recruter maintenant. Ça vient directement, évidemment, des échanges. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, on est dans cet apport mutuel. Nous, on explique le conflit dont on a besoin et du coup, évidemment, le dialogue et tout ça reste notre travail à nous, scénaristes. Mais on ne serait pas capable de le faire si on n'avait pas des discussions avec un commissaire qui nous explique comment ça se passe quand on a un flic qui part en tôle pour une malversation. Il y a une chose qui est assez étonnante dans cette saison 8, c'est le côté humain. Je m'explique, il y a une dimension émotionnelle qui est peut-être plus importante que dans toutes les autres saisons, à la fois à travers les personnages et ce qui leur arrive, et puis à travers cette intrigue, donc qui est le fil rouge, qui est à travers les enfants migrants. Est-ce que c'était vraiment votre souhait d'avoir cette saison 8 et cette dernière saison à dimension humaine? La dimension humaine, c'est toujours ce qu'on recherche, parce qu'en fait, on fait quand même ce métier pour... à la fois pour essayer de décrire en toute modestie, mais quelque chose de la condition humaine. Donc on est quand même toujours au plus proche de nos personnages, sans grandes idées, mais en se mettant à leur place et en essayant de leur faire vivre les conflits humains les plus forts. Et donc ça, c'est le premier aspect. Et je crois que on ne s'est pas dit on va la faire encore plus proche des personnages. Mais comme on savait que c'était la dernière saison, c'est sûr qu'il y a une attention peut-être aux personnages encore plus forte parce qu'on sait que ça va être la dernière fois. Et donc, on a envie de les servir encore. Mais c'était déjà là dans la saison 7 et c'était là pour les auteurs avant. Mais peut-être que ça, c'est la part d'émotion qu'on a eue, nous, auteurs, et qui ressort aussi dans le travail des acteurs, je trouve. On sent une implication assez particulière. Ça vient aussi de la particularité. Gilou est dans un rôle très atypique dans cette saison. Le duo est un peu éclaté avant de se ressouder. Donc, tous les comédiens ont eu des choses différentes à jouer. Et je pense avec l'idée pour eux aussi que c'était la dernière fois qu'ils allaient incarner ces personnages. Donc, il y a tout ça. Il y a l'écriture, mais il y a aussi leur travail d'acteur, le soin des
des réalisateurs. Enfin, pour tout le monde, je pense que se dire c'est la dernière saison, ça donne une énergie un peu particulière. Alors, il y a un acteur qui vient que pour cette 8e saison, qui est Kulchen, qui joue le rôle d'un voyou. On ne va Ouais. pas en dire plus. Dans l'épisode 2, Gilou, qui est toujours en prison, dialogue avec lui. C'est son codétenu et qui est donc incarné par Kulchen. On les écoute. Je suis sûr que je tournais plein les fouilles, ça. Ah non, rien. Pas un putain de centime. J'ai juste secoué un peu un mec. Toi, tu chopes le salopard, car tu as buté ton taulier et tes collègues qui te foutent au placard. IGPN, c'est pas vraiment mes collègues. Hein. Mais ça va, c'est des keufs. Toi, tu te bats pour eux et eux, ils te lâchent. C'est moche. Tu vois, nous, on est peut-être des voyous, mais bon, ça les coups, quand même. Moi, j'ai des gars dehors. Si je leur demandais de m'arracher d'ici, ils le feraient. Excuse-moi, la solidarité entre les voyous, j'y crois pas des masses. Il y en a qui balancent leurs potes. Est-ce qu'au fond, la réussite d'Engrenage, c'est pas aussi d'avoir évité le tout est noir, tout est blanc et d'avoir su mettre de la nuance dans des situations où on parlait jusqu'à présent des bons et des méchants? Bien sûr. La voyoucratie, comme on dit, elle est de deux côtés quelque part. Bien sûr, et c'était pour cette dernière saison quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur d'explorer, avec cette position particulière de Gilou qui n'est plus flic, d'explorer plus à fond, plus intimement, cette relation entre un flic et un voyou. Et ça, on a beaucoup parlé avec nos consultants parce que finalement, quand ils nous racontent ça, on se rend bien compte qu'il se joue un jeu entre flics et voyous qui est un jeu humain très, très intéressant. Ça a été beaucoup exploré dans Engrenage, dans la relation entre un tonton et un flic. Et là, c'était l'occasion peut-être de se poser la question, est-ce qu'une amitié même est possible ? Et ça, c'était vraiment passionnant à faire. Et ça a donné lieu à des échanges intéressants aussi avec les policiers, en fait. On disait que c'était la saison 8, la dernière saison. Si vous deviez retenir une scène d'Engrenage, un moment précis, des saisons que vous avez écrites ou pas d'ailleurs, laquelle vous choisiriez ? Oula, ça c'est difficile comme question. Celle qui vous vient en premier ? Celle qui m'est venue en premier, c'est une scène à la fin de la saison 7. C'est quand Laure Berthaud, c'est une scène de l'épisode 12. En fait, elle a quitté Gilou, qui a choisi donc de se sacrifier. Elle sort, elle est assez bouleversée. Elle est en larmes et en fait, elle marche vers un feu rouge. Et Jean-Philippe Amar, qui a tourné cette scène, avait eu l'idée de la mettre dans un tunnel. Donc, elle passe de l'ombre à la lumière. Et après ça, elle va pousser la porte du square pour aller vers l'enfant. Et en fait, cette scène me bouleverse beaucoup par le jeu de Caroline Proust, en fait. Parce que ça, c'est une chose de l'écrire, en fait. C'est des scènes... Il n'y a pas de dialogue, on est uniquement dans l'intérieur. On essaye de faire un trajet intime au personnage. Et on se dit, c'est une grande comédienne, mais là, il y a beaucoup, pour moi, d'attente. Et quant à l'image, je suis bouleversée au-delà de ce que j'avais écrit moi-même. Là, c'est des moments assez magiques. C'est une série écrite par des femmes, créée par une femme, Alexandra Clerc, jouée par des femmes. Cette importance des femmes, est-ce que c'est un fil rouge et un leitmotiv dans Engrenage ? Est-ce qu'il y a une exigence de mettre en avant ce côté féminin ? Pas pour moi. En tout cas, je peux parler de mon travail à moi et avec mes auteurs. C'est pas... En fait, j'aime pas trop dans les débats actuels l'idée de... Enfin, je me méfie beaucoup du féminisme actuel, même s'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais j'aime pas trop genrer, en fait. Et c'est ce que je trouve, d'ailleurs, qui était fort dans Engrenage, c'est que y a un duo, mais il y a quand même une héroïne, et c'est une femme, et on ne la traite pas comme une femme, en fait. Elle a, dans les premières saisons, des problèmes de flic. Et c'est ça qu'elle vit. Et même dans le traitement de sa maternité, qui est quand même un problème typiquement féminin, je trouve qu'il y a quelque chose... C'est humain, en fait. C'est humain avant d'être genré. Oui, c'est écrit par des femmes, mais c'est aussi écrit par des hommes. C'est aussi réalisé par des hommes. Il y a beaucoup de...
Donc moi, en tout cas, je me suis jamais dit ah là là, il y a un rôle à tenir, il faut défendre la cause. Non, elles se défendent très bien toutes seules. Mais c'est peut-être parce que ces personnages étaient Très fort dès le suffisamment départ. forts, mais aussi forts de leurs faiblesses. En fait, c'est des vrais personnages riches. Elles ne sont pas que fortes. Est-ce que vous leur avez dit au revoir à vos personnages ? Oui, oui. Je pense que pour moi, c'est fait. Mais c'est très important, cette phase qui va s'ouvrir maintenant, de la réception par le public. Est-ce que le public va arriver à bien leur dire au revoir ? Ça, c'est... Est-ce qu'ils vous hantent ? C'est quelque chose que je suis assez impatiente de savoir et de voir. Est-ce que c'est toujours difficile de finir une série ? Donc, je m'attends à ce que beaucoup de fans nous reprochent des choses. Après, je sais aussi que ce qu'ils nous reprocheront en sous-texte, c'est que ce soit fini. Et que donc, il faudra prendre peut-être les critiques avec un peu de recul. Mais c'est quand même intéressant pour moi de savoir est-ce que la fin qu'on a proposée, et qui est venue d'une manière assez simple, assez organique, en fait, sans grand cérémonial. C'est ça que j'aime dans cette fin, qui est une vraie fin. Mais Et on ne dira rien. sur laquelle on ne dira rien. Mais voilà, oui, j'ai assez hâte de savoir comment cette saison, globalement, va être reçue. Et puis, cette chose particulière de la fin. Vous en rêvez parfois de vos personnages d'Engrenage ? Ah, j'en ai beaucoup rêvé. Quand on est en phase d'écriture, on est quand même dans des écritures très contraintes par le temps. Donc, c'est une immersion totale. Je peux faire aucun travail d'écriture en parallèle, évidemment. Mais je suis dedans tout le temps. Il n'y a pas vraiment de week-end. Et parfois, je me réveille la nuit et j'ai pris l'habitude de mettre un carnet parce que souvent, je me dis « Ah oui, il faut que je retienne ça. » Ça peut être une bribe de dialogue ou alors une situation. Oui, mais c'est ce qui est assez excitant, c'est que c'est complètement envoûtant. Donc oui, j'ai passé quelques mois, une fois que tout a été fini, les montages et tout ça, un peu étrange, de flottement, on va dire. De flottement parce qu'il y avait un deuil à faire. Une saison d'Engrenage, c'est combien de temps d'écriture et de votre vie ? Alors, je me trompe toujours dans ce que je réponds, mais en écriture, c'est entre 18 mois et 1 an. Pour une Et saison ? le tournage commence avant qu'on ait fini d'écrire, puisque ça se tourne par bloc. Donc là, les 4 premiers ont commencé à être tournés. On devait être en écriture, je pense, à l'épisode 5 ou 6. Donc voilà. Et puis après, moi, je suis encore un peu présente au montage pour donner mon avis et puis voir s'il y a des problèmes de réécriture, parce que le montage, c'est une nouvelle écriture. Donc oui, ça a pris un certain temps de ma vie. Je crois qu'en tout, ça fait 3 ans et demi d'engrenage. En plus des 75 heures de Voilà. visionnage. Est-ce qu'il y a des personnages qui viennent hanter vos rêves aujourd'hui, qui sont différents d'Engrenage ? Oui. Au prochain projet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Dont on Ils va pas- commencent à m'habiter, ils commencent à hanter mes rêves, mais ils ne sont pas encore incarnés, donc ça, c'est plus difficile. Je suis au début. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à hanter réellement tous vos rêves. Merci infiniment, Marine Francoux, de nous avoir emmenés dans les coulisses de la fabrication d'Engrenage, la série qui a marqué l'histoire des séries policières en France. Pour vous qui nous écoutez, sachez que les 8 saisons sont disponibles sur MyCanal. Plongez vraiment dans cet univers, vous ne le regretterez pas. Dans le prochain épisode de Sérieland, c'est un autre sujet d'actualité que nous aborderons, les violences faites aux femmes. Nos invités seront la professeure de philosophie et fine analyste des séries Sandra Logier, ainsi que le réalisateur Jean-Xavier Delestrade qui signe une série remarquable baptisée Laetitia. Sérieland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et Xavier Joly, et préparé en coulisses et en plateau par Clémence Olivier et Margot Barallon. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Attention, vous le savez maintenant, dans Sérieland, il y a une seule règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.